Bonjour à vous, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hello, Hello, Bien. hello. Hello. Bonjour. 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 Ok. Bon, mais écoute Philippe, ça sera quand tu veux pour lancer. Ok, parfait. Eh bien, on est parti. D'abord, bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour cette soirée exceptionnelle, un webinaire d'information sur le praticien de programmation neurolinguistique. Je vous propose et je vous invite à cette soirée en plusieurs étapes. Et la première étape, évidemment, que j'ai envie de lancer, c'est la présentation de nos deux formateurs d'exception qui vont effectivement nous en parler un petit peu plus de manière précise de cette programmation neurolinguistique et puis qui partageront leur approche, leur façon de transmettre tout ça. Et effectivement aussi, nous verrons tout ce qui est spécifique à ce cursus qui va se passer à Bruxelles du 7 au 14 juin. Je remercie déjà les personnes ressources qui sont présentes et j'enchaîne avec la présentation de nos deux formateurs. Alors, merci Nathalie et merci Michel d'être présents parmi nous. Je vais mixer avec le cœur et avec ce qui fait partie du CV. Alors, premièrement, effectivement, Michel et Nathalie font partie des très proches du docteur Richard Bandler, co-créateur de la programmation neurolinguistique. Donc, ils ont fait plusieurs cursus, le plus haut niveau possible au niveau des formations. Ils ont été jusqu'à 30 formations répétées aux États-Unis et ailleurs d'ailleurs. Et puis, effectivement, Nathalie fait partie du cercle très rapproché, familial, depuis des années du docteur Richard Bandler. Et Michel, que dire, il est effectivement quelqu'un qui a travaillé comme formateur traducteur personnel de Richard Bandler au niveau francophone et est reconnu comme seul master trainer au niveau mondial en francophonie. Donc, vous voyez, au niveau je vais dire, du CV, c'est assez exceptionnel. Effectivement aussi, ils sont complémentaires. Ils vont partir sur des approches qui sont à la fois centre émotionnel, à la fois également centre plus stratégique, mental. Donc pour moi, Nathalie et Michel, qui ont des liens particuliers entre eux, c'est vraiment le yin, le yang au service d'une qualité de formation et au service des gens qui vont venir suivre ça. Ils ne sont pas les seuls, hein. Forcément, il y a aussi toute une équipe de personnes ressources, ce qu'ils ont fait aussi avec Richard Bandler, hein, Nathalie et Michel. Et ces personnes ressources sont au minimum le niveau de maître praticien en programmation neurolinguistique avec Nathalie et Michel. Et puis, vous avez aussi deux organisateurs, donc Élodie Neveu et moi-même, pour assurer un suivi, un accompagnement aussi bien sur le fond que la forme. Voilà, je pense que là, je remercie la présence d'ailleurs des personnes ressources ce soir. Et puis, je vais tout de suite plonger sur le sujet en invitant Nathalie et Michel à peut-être partir sur qu'est-ce que c'est la programmation neurolinguistique et puis aussi tout ce qu'ils ont envie de nous diffuser, nous partager et toutes les surprises qui vont venir ce soir. Nathalie, Michel, c'est à vous. Merci. Yes, Bonjour. merci. Alors, peut-être pour présenter un petit peu ce que c'est, je pense que nous, on aura... on se présente tout de suite peut-être. Allez, vas-y, présente-toi. Mais après la présentation de Phil, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Nathalie de Marseille, je suis passionnée de changement et d'amélioration continue de l'être humain depuis des années. Je suis devenue formatrice de PNL il y a plus de 20 ans. Et comme Phil l'a bien dit, ouais, effectivement, j'ai la chance d'avoir pu participer de tout près avec l'équipe de formateurs qui sommes assistants aux formations de Richard Bandler. Et toi? Moi, je viens initialement du monde de l'industrie, de l'entreprise. Alors, j'ai travaillé sur des très gros projets au niveau mondial.
Et voilà, en fait, je me recentre vraiment depuis déjà près de 10 ans sur l'être humain parce que finalement, avec toute l'évolution de la connaissance, de la science d'aujourd'hui, il y a un seul dénominateur commun qui est là aujourd'hui et qui sera là dans 100 ans, c'est l'être humain. On ne sait pas où en sera l'intelligence artificielle, mais nous, on sera toujours là. Et la question, c'est comment nous, on va pouvoir nous intégrer dans tout ça. Et l'idée déjà, peut-être pour vous donner une petite expérience et une petite vision de ce que c'est que la PNL vraiment, c'est l'art de la communication. Alors la communication, c'est pas seulement le lien aux autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La communication, bien évidemment, ça inclut la manière que je vais avoir de m'adresser aux gens, mais c'est aussi et surtout ma manière de m'adresser à moi-même. Et là, ça pique un petit peu plus. Parce qu'autant c'est facile, ou pour les gens, ou de manière générale, ça peut être assez facile de parler bien avec les autres, et encore, mais se parler bien à soi-même, souvent, c'est un challenge beaucoup plus profond et beaucoup plus difficile. Alors, vous savez très bien, hein, vous regardez en entreprise, si vous êtes en entreprise, regardez un petit peu comment ça fonctionne lorsque vous avez, par exemple, un chef qui est très autoritaire. Euh, il va avoir une manière assez désagréable de parler aux personnes qui travaillent pour lui. Il va fonctionner d'une manière autoritariste et après, il s'étonne que derrière, les gens ne répondent pas à ses attentes. Il s'étonne derrière que les gens sont mal à l'aise, mal dans leur vie. Pourtant, il suffit d'être un observateur extérieur pour se rendre compte que concrètement, en fonctionnant comme ça va pas marcher. Et pourtant, on le fait quand même. Et ça, c'est un des premiers paradoxes. C'est qu'on peut savoir comment serait la bonne manière de procéder, c'est pas pour autant qu'on va le faire. Et puis, c'est aussi vrai au niveau personnel, non? Effectivement, au niveau personnel, que ce soit dans la communication que nous avons envers nos proches, dans nos relations avec nos enfants, dans notre couple, que ce soit avec nous-mêmes, de toute manière, il y a cette façon de parler que nous croyons qui est naturelle, qui est normale, comme par exemple si euh, vous faites un superbe dîner, vous invitez des personnes, vous avez décoré la maison, vous avez investi votre temps, votre énergie. Et quand les invités arrivent, il y a le commentaire de « Ah ouais, c'est pas mauvais ». Qu'est-ce que ça vous fait comme effet de dire ça? C'est la même chose, entre guillemets, de dire c'est excellent ou c'est très bon, mais l'effet que ça fait chez nous, c'est pas exactement pareil. Alors, ce dont nous allons parler, c'est justement comment faire pour faire passer le bon message et qu'il soit reçu de la bonne manière avec l'intention que nous avions depuis le début. En fait, le vrai problème, c'est que lorsque la communication, ça se passe pas bien, ce que ça va générer, c'est des incompréhensions. Ça va être un dialogue interne très négatif où on va avoir tendance à se juger, à se dévaloriser et puis à se décrédibiliser aussi vis-à-vis des autres. Et ça, c'est encore un autre problème. Et ça va générer des conflits, des situations stressantes. En gros, que des choses qui vont poser problème aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Alors finalement, quels sont les objectifs de notre webinaire qui va durer à peu près 1 heure? Alors justement, nous avons préparé pour vous notre pour nous, l'intention, c'est pas de parler de qu'est-ce que c'est la PNL. L'intention, c'est de vous faire vivre une expérience de PNL. Parce que c'est un petit peu comme, je sais pas, la natation. Si je vous parle, c'est quelque chose d'extraordinaire, vous n'avez aucune idée et je peux en parler pendant des heures, mais c'est en plongeant dans le cœur du sujet qu'on va véritablement extraire la sensation, le ressenti. Et notre intention aujourd'hui, c'est que vous partiez avec des outils précis que vous pouvez mettre en place direct à partir d'aujourd'hui. OK. Commençons déjà par un premier. Commençons déjà par une première expérimentation et ce que je voudrais vous proposer, c'est, pour ceux et celles, hein, qui peuvent mettre la caméra, mettez-la, comme ça nous permettra d'interagir aussi. Heu, alors
je voudrais vous proposer un truc. Pensez à une expérience qui vous est arrivée dernièrement, alors on va dire dans la semaine ou dans les 2 dernières semaines, expérience, on va dire, moyennement désagréable. Un truc où effectivement, peut-être, je sais pas, ça peut être une discussion qui s'est mal passée avec quelqu'un. Et ce que je vais vous proposer pendant un instant, ça va être juste de fermer les yeux et de penser à cette expérience-là. OK? Ça marche? Donc pensez à cette expérience, un truc pas trop méchant, mais un truc quand même qui apporte du jus, on va dire. Et représentez-vous la scène de cet événement-là. D'accord? Vous pouvez carrément vous la projeter sur un écran. Et la question que je vais avoir pour vous, quand maintenant vous ouvrez les yeux, il y a 2 manières de voir les choses, d'accord? Donc ouvrez les yeux, tranquille, et on peut voir les choses exactement comme on les a vues à l'époque, d'accord? C'est ce qu'on va appeler une position associée. En gros, je revois la même scène telle que mes yeux l'ont revue, OK? Ça, c'est une option. Et l'autre option, c'est je revois la scène un peu comme une caméra extérieure, d'accord? Un peu, je me vois dans la scène, en fait, finalement. Un peu comme si je regardais un film où il y avait une caméra qui nous avait filmé. Qui d'entre vous, justement, et on va le faire par lever de main, qui d'entre vous a revu la scène telle quelle de ses propres yeux? Exactement la chose que vous avez vue à l'époque. Juste levez la main. On va faire une petite stat. OK. Ouais, une bonne majorité, ça marche. Et qui l'a vu en caméra extérieure? Donc vraiment comme si c'était une caméra filmée. OK. Très peu. Parfait. Ça, c'est notre première étape de la petite démonstration. Deuxième démonstration, je vais vous proposer de penser à un truc super positif qui vous est arrivé. Peut-être dans la dernière semaine, les 2 dernières semaines, ça peut être un super moment passé avec une personne que vous aimez, ça peut être, voilà, tout simplement un moment où vous vous êtes amusé à fond. Repensez-y, d'accord? Vous pouvez fermer les yeux, tranquille, repensez à ce moment, d'accord? Repensez-y bien. Vous pouvez vous le projeter carrément sur votre écran intérieur, là. Et de nouveau, maintenant, quand vous ouvrez les yeux, au-delà des sourires qui se dessinent sur les visages, déjà, qui d'entre vous sent que son état intérieur est pas le même qu'avant, une fois que vous avez pensé à cet événement positif? OK, une bonne majorité, super. Et maintenant, je vais vous demander aussi qui d'entre vous a revu cette scène de ses propres yeux, d'accord? D'une manière associée, ce que vous avez vu à l'époque. OK, ça marche, OK, avec des petits hochements aussi. Et qui l'a vu en caméra extérieure? OK, ça marche. Donc vous voyez que dans le premier cas, c'était nettement, on va dire, nettement ce que vous avez vu à l'époque. Là, c'est un peu moite-moite. Maintenant, je vais vous poser une question et là, vous pouvez carrément activer votre micro si vous voulez répondre. D'après vous, quelle différence y a-t-il entre revoir quelque chose de ses propres yeux et le revoir un peu en caméra extérieure? D'après vous, quelle différence ça peut faire au niveau de l'impact et de la perception? Alors qui voudrait se lancer? Normalement, vous pouvez activer votre micro. Qui ose? Ils peuvent Ouais, normalement, vous devez pouvoir, activer? ouais. Ouais. Oser, quoi. Pas tous en même temps, parce Voilà, que qui va oser? En gros, quelle différence est-ce que ça fait Allez, je me d'avoir lance. Dire que je vas-y. n'ai aucune idée. OK, alors on a eu plusieurs. Alors, heu, il y avait Alvaro, il y avait qui d'autre? Et Le Max aussi, je pense. OK. Je t'en Alors, prie, bah, moi. allons-y. Je crois qu'il y avait Le Parou, je crois, qui avait activé son micro? Oui, non? Bah allons-y en ordre. OK, bah, vas-y Alors Alvaro alors. alors, oui, merci, merci Michel.
Ce que moi j'ai ressenti comme différence, c'est que le fait de vivre ou de revivre l'événement ou de revoir l'événement en associé me fait ressentir beaucoup plus les émotions et les sensations liées à l'événement. Que le fait de le voir en dissocié me fait prendre un peu de distance par rapport à l'événement, et donc c'est moins impactant pour moi. Ok, ça marche, exactement. Ouais. Bien. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose ou compléter par rapport à ce que Alvaro vient de dire? Max, toi, tu voulais rajouter quelque chose? Ben non, en fait, moi, j'osais plutôt dire que, honnêtement, je n'avais aucune idée. C'est justement ça, j'avoue Ok, attendais la réponse. ça marche. Ouais. Ok, Désolé du dérangement. aucun problème, ça marche. Génial. Ok, donc effectivement, ouais, quand on revoit quelque chose de ses propres yeux, évidemment, on est comme associé à notre propre corps, ce qui veut dire que automatiquement, on va avoir tendance à le ressentir d'une manière plus forte. Et évidemment, on le voit même dans les expressions populaires, quand quelquefois on vit un truc difficile, on va dire à la personne: «Oui, mais prends un peu de distance, prends un peu de distance». D'accord? Et là, on se rend compte effectivement qu'en, se mettant en caméra extérieure, vous voyez, c'est pas aussi impactant émotionnellement. C'est pareil, si vous regardez les informations, le journal télé et vous voyez ce qui se passe en Ukraine, ça fait pas le même effet que si vous étiez sur place. D'accord? Si vous viviez le truc de vos propres yeux. C'est pareil les vacances. Quand on regarde les photos de vacances, ça fait pas le même effet que lorsqu'on voit le truc de ses propres yeux, qu'on y est en fait, OK? Alors c'est intéressant, mais maintenant, regardez un petit peu par rapport à ce qu'on a fait juste avant. Je vous ai proposé de partir sur une expérience négative, désagréable, et la grande majorité d'entre vous, vous la voyez comment? Vous l'avez vue de manière associée, de vos propres yeux. Donc, expérience négative, et la grande majorité d'entre vous, vous la regardiez d'une manière où vous êtes émotionnellement impliqué. À l'inverse, lorsqu'on est parti sur l'expérience positive, là, c'était déjà plus tendancieux, on était à moite-moite. C'est-à-dire que dans la positive, il y avait quand même la moitié d'entre vous qui voyaient la positive d'une manière dissociée, d'une manière détachée. Où je suis pas impliqué dedans. Logiquement, qu'est-ce qui serait le plus sain, je dirais, pour un être humain concrètement, pour le négatif, par exemple, serait de le voir plutôt en associé ou dissocié? On va dissocier, tu vois. Ben voilà, le négatif, c'est beaucoup plus intéressant de le voir en dissocié plutôt que de tout le temps vivre le même truc désagréable et pas cool. Et à l'inverse, le positif, de le vivre d'une manière beaucoup plus associée. Et pourtant, vous voyez que très naturellement, en tant qu'être humain, on a tendance à faire l'inverse. Et ça, c'est un gros problème. Parce que lorsque spontanément, on a tendance à faire l'inverse de ce que le bon sens nous dicte, on se rend compte qu'il ne s'agit pas juste de savoir. J'ai beau savoir, j'ai beau me rendre compte rationnellement que c'est comme ça qu'il faudrait faire, c'est pas pour autant qu'on le fait. Et pourtant, est-ce qu'on a un contrôle là-dessus? Ben, allez-y, repartez sur votre truc négatif d'avant, tiens. Repartez sur votre expérience négative, fermez les yeux un instant, représentez-vous ce moment négatif dans votre tête, et pour tous ceux et celles qui avaient vu la scène de vos propres yeux, simplement maintenant, vous ressortez la caméra. Et vous allez commencer à visualiser la même scène, mais de l'extérieur, comme si c'était une caméra qui l'avait filmée. Ok, super. Maintenant, ouvrez les yeux. Et la première question, déjà, qui a réussi à faire ce changement de caméra? Techniquement, qui a réussi à le faire? Ok, presque tout le monde, super. Et chez qui est-ce que ça a eu un impact? Chez qui est-ce que ça a changé la perception de l'événement? Ouais, c'est la grande majorité. Alors vous voyez, alors, plus ou moins, ça va vraiment dépendre, mais vous voyez que c'est super simple, ce que je vous ai proposé de faire. C'est ultra simple. Je vous ai proposé simplement de prendre une image qui vous revient et puis de changer votre manière de la voir. Et déjà, chez la grande majorité d'entre vous, ça transforme la manière de percevoir le truc. Déjà, la première des choses que je veux que vous voyez,
c'est que vous avez la capacité de contrôler des choses que peut-être vous avez toujours considéré être impossibles à contrôler. Ça, c'est déjà le premier point. Vous savez, dans le monde de la PNL, on travaille beaucoup sur la notion de responsabilité, de responsabilisation. Et je pense qu'on est responsable de ce que l'on fait à l'intérieur de nous, surtout à partir du moment où on sait qu'on peut faire des choses. C'est déjà un premier point fondamental. Donc déjà, gardez bien à l'esprit ce truc-là, c'est que on a la capacité de transformer notre manière de voir les choses, notre perception. Et ça, c'est un premier point qui va être fondamental dans tout ce qu'on va voir et aborder au sujet de la PNL. Alors peut-être justement, en PNL, on parle de ce qu'on appelle nos 5 sens. Alors nos 5 sens, c'est quoi? C'est la vision, l'audition, le kinesthésique, donc le ressenti, l'émotion, l'olfactif et le gustatif. On appelle ça le VACOG en PNL. C'est les 5 sens, V-A-K-O-G, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Qu'est-ce qu'on peut en dire en fait de tout ça? Mais justement, la petite démo que Michel vient de vous faire expérimenter, ça vous fait savoir que nous avons la possibilité d'avoir un certain contrôle sur comment nous visualisons les choses, comment aussi, alors pour ceux et celles qui ont dit ouais, peut-être que ça a changé. Qu'est-ce qui se passe si dans la projection, dans l'image que maintenant tu as projetée, tu n'es plus en train de les voir associés de tes propres yeux, mais s'il y avait un son, s'il y avait quelque chose s'il y avait une conversation ou s'il y avait n'importe quelle chose que tu puisses écouter par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe si tu imagines que tu as la télécommande et tu enlèves le son? Simplement, tu imagines que, tac, tu coupes le son. Quand tu revois l'image, là, il y a encore un autre axe, une autre chose que tu peux ramener, que tu peux apporter pour changer tes perceptions. Alors ça, ce serait changer la perception auditive. Nous avons un impact impressionnant. Quand on écoute de la musique, est-ce que la musique change notre état d'esprit en fonction de la musique que nous allons choisir? Est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'on peut être, je ne sais pas, relaxé si nous avons une musique qui nous donne envie de danser? Ou est-ce qu'on peut… Évidemment, la musique va avoir un impact. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que notre cerveau a un projecteur qui est capable de projeter pas simplement les images, mais aussi de reproduire des sons sans avoir besoin d'avoir avec nous le portable ou d'avoir avec nous la radio, etc. Nous pouvons imaginer les sons et ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle le kinesthésique. Le kinesthésique, c'est on va englober tout ce qui va être des perceptions sensorielles, tactiles et émotionnelles. Tout ce qui va être émotionnel, nous avons un impact direct sur notamment notre dialogue interne. Qu'est-ce que tu peux te raconter? Est-ce qu'il y en a parmi vous des personnes qui sont capables de recréer des discussions que vous avez eues ou des confrontations que vous avez eues, même peut-être il y a, je ne sais pas, plus d'un mois? Est-ce que vous êtes capable de remémorer des discussions? Ah ouais, elle m'a dit ça, je lui ai dit ça, ou il m'a dit ça, je lui ai dit ça, et de remémorer des bouts de conversation. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps? Ouais? Non? Quelquefois. Alors, qu'est-ce qui se passerait si tu mettais une voix accélérée, un peu plus aiguë, comme si c'était un personnage
de dessins animés, est-ce que ça te crée le même impact? Si c'est «Ah mais c'est que tu m'as fait ça! Oh non, c'est pas juste!» Est-ce que ça te crée le même impact? Non. Et ça justement, c'est penser ou réfléchir avec l'intention de penser. Mais il n'y a pas que ça. La PNL, c'est énormément stratégique. Alors justement, Michel, c'est quoi les stratégies? Alors, les stratégies, en fait, c'est comment on fait les choses. Vous voyez, ce qu'on a montré avant avec l'exemple de ces mauvais souvenirs et bons souvenirs, c'est qu'on a tous et toutes notre manière de gérer les événements. OK? Quelquefois, ça va être efficace, quelquefois, ça l'est pas. Prenons juste l'idée de stratégie d'apprentissage. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on le sait, avec notamment l'avènement de l'intelligence artificielle, ce qui est évalué, c'est qu'à peu près 48% des métiers vont devoir être déplacés. Déplacés, ça veut dire quoi? Les gens vont devoir s'ajuster pour pouvoir garder leur job. Pourquoi? Parce que si effectivement on reste vraiment dans notre domaine de compétences, le risque, c'est qu'à un moment donné, bah, on n'aura plus forcément besoin de nous. Je vous donne un exemple avec maintenant ces intelligences artificielles comme ChatGPT. La version 3 de ChatGPT, avant, quand on lui faisait passer les examens pour passer le barreau, donc pour devenir avocat aux États-Unis, ChatGPT était dans les 10% des plus mauvais élèves. Donc c'est déjà une chose. Mais ChatGPT 4, donc la version là qui est en train maintenant d'être développée et qui est complètement au point déjà, est dans les 10% des meilleurs élèves. Ça veut dire que déjà maintenant, les intelligences artificielles sont beaucoup plus en mesure de réussir à trouver un texte de loi, trouver des jurisprudences, etc. Les avocats, en fait, qui ne vont pas s'adapter très vite, ils vont se faire dépasser par la technologie. Maintenant, par contre, l'avocat qui aura la bonne intelligence de se servir de ces outils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler plus vite, il va travailler avec plus de précision et plus de certitude, et il va pouvoir vendre cette compétence-là de vitesse et de rapidité. C'est-à-dire que là où avant, il aurait fallu peut-être plusieurs jours à l'avocat pour trouver finalement ces informations, là, il va pouvoir le trouver en quelques heures. Mais pour ça, ça va lui demander d'évoluer, de s'adapter. Et les stratégies d'apprentissage, c'est exactement ça. C'est de quelle manière je fais pour moi, en tant qu'adulte qui souvent a des croyances limitantes plein la tête. Vous savez combien de fois j'entends des personnes qui ont la trentaine, la quarantaine, et qui viennent me dire, bah écoute, moi si j'avais le même cerveau que j'avais à l'âge de 20 ans, ça serait tellement plus facile. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que c'est pas du tout une fatalité. Parce que moi, à 20 ans, j'ai arrêté mes études. C'était pile à 20 ans, j'étais à bac+2 en France. J'ai arrêté mes études parce que je n'arrivais plus. J'ai complètement loupé ma licence d'informatique alors que j'étais passionné de l'informatique. J'ai passé 14 ans à l'école à apprendre l'allemand. J'étais incapable de sortir une phrase en allemand. D'accord? Et ça, c'était mon état des lieux à 20 ans. Donc moi, à 20 ans, je me suis clairement défini et dit, OK, je ne suis pas fait pour les études. Je ne suis pas fait pour apprendre, je ne suis pas fait pour les langues, je ne suis pas fait pour tout ça. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, je suis polyglotte, je parle 5 langues couramment, dans le sens où je peux donner des formations dans ces langues-là. Je donne même des formations en roumain au niveau doctoral en Roumanie. À côté de ça, j'ai fait 2 diplômes d'ingénieur, je suis en train de faire un MBA, j'ai fait un master en coaching en France également. Moi qui, à 20 ans, pensais que c'était pas du tout pour moi, quoi. La seule différence, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé les bonnes questions sur comment apprendre. Il ne s'agit pas juste d'apprendre, il s'agit de comprendre comment mon cerveau à moi fait pour apprendre. Et c'est là, en fait, que cette intelligence intrapersonnelle devient essentielle. On vit à un moment donné dans cette civilisation-là où on va devoir être en mesure de réapprendre à tout âge. Et une personne qui, à l'âge de 50 ans, va se retrouver à devoir trouver un job, elle a plutôt intérêt à savoir apprendre. Et pour moi, l'âge, au contraire, c'est pas du tout un empêchement à l'apprentissage, au contraire. Parce que finalement, l'apprentissage, le socle fondamental, c'est l'expérience.
Et la raison qui fait qu'à l'âge de 40 ou à 50, on ne sait pas aussi bien apprendre qu'à l'âge de 20 ans, c'est pas parce que notre cerveau, il n'en est pas capable, c'est pas du tout ça. C'est simplement qu'on ne sait pas comment apprendre. Ça, c'est un des trucs que je transmets beaucoup au niveau des écoles pour aider aussi les profs à inculquer aux élèves une manière saine de pouvoir se servir de leur mémorisation. Donc ça, c'est des exemples dans l'apprentissage, mais il n'y a pas que ça, parce que les stratégies, c'est aussi la gestion du temps. Mais justement, la gestion du temps, c'est très, très intéressant. Comment nous pouvons avoir un impact sur comment nous réfléchissons par rapport au temps. Par exemple, pense à comment tu te représentes si tu devais avoir une ligne du temps. Comment elle serait? Est-ce que tu aurais tendance à penser que le temps est, par rapport à toi, le futur se trouve devant toi? Est-ce que tu aurais tendance à penser que le passé est derrière toi? Ou est-ce que tu aurais plutôt tendance à imaginer devant toi une ligne où tu peux voir le présent, le passé et le futur? Alors, par lever de main, pour qui d'entre vous, vous voyez devant vous, quand vous imaginez d'avoir une ligne du temps, pour qui d'entre vous, vous imaginez une ligne qui passe devant vous, où il y a présent, passé et futur, ça peut être inversé. Mais pour qui vous avez cette ligne, on va dire, dissociée, où vous voyez la ligne devant vous, ok? Ok. OK. Et pour qui vous avez la ligne du temps qui vous touche, c'est-à-dire la ligne du temps associée dans la distinction qu'on avait tout à l'heure, où vous êtes, la ligne du temps vous touche, elle vous traverse, que ce soit au niveau de la tête, du cœur ou même peut-être des pieds, même peut-être vous êtes en train de marcher la ligne du temps. Si vous touchez la ligne du temps, ça, on va dire que c'est une ligne du temps associée. Alors, pour qui vous avez le futur devant vous, le présent à peu près où vous êtes et le passé, OK? Mhm. Alors, levée de main. Vous rendez compte, il y a aussi à peu près 50-50, c'est moitié-moitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons, d'une certaine manière, une façon d'interpréter le temps. Ici, il n'y a pas de réponse bonne ou de réponse mauvaise. Il y a qu'est-ce qui va être le plus utile à quel moment. Et ça va véritablement dépendre de ce que nous voulons faire. Pour les personnes qui ont la ligne du temps qui passe devant vous, ça c'est extraordinaire pour faire de la planification. C'est génial. Les personnes qui vivent dans la possibilité de voir devant vous le présent, le passé, le futur, oh, c'est magnifique. Tu peux prendre une décision par rapport à tout ce que tu as déjà fait par le passé. Tu te focalises et tu peux projeter qu'est-ce que tu veux vers le futur. Le problème dans ça, c'est que souvent, alors peut-être c'est votre cas, peut-être pas, mais souvent, les personnes qui sont dissociées de leur ligne du temps ont l'impression d'être spectateurs de leur vie. Ils sont très bons pour pouvoir prendre des décisions, mais ils ont quelquefois la sensation qu'ils ne sont pas en train véritablement de la vivre. C'est comme s'ils voyaient un film qui passe devant eux et ils n'ont pas la sensation de véritablement euh, disfrutage, Profiter. profiter. Ouais. Je suis franco-mexicaine, quelquefois il y a les mots qui m'échappent. Et c'est véritablement cette... j'ai la sensation de ne pas profiter de ma vie. Je vois passer par exemple, les événements, les enfants qui grandissent, etc. Mais j'ai la sensation de ne pas avoir une emprise sur sur le temps. Et à l'inverse, les personnes pour qui la ligne du temps vous touche, vous traverse, peut-être vous êtes extraordinaire
à vivre le moment présent, à véritablement être associé. Par contre, planification, être à l'heure, qu'est-ce que je vais faire dans la semaine prochaine, dans un mois, etc. Ah, dur à dire. Ne me posez pas la question d'ici à 5 ans, à 10 ans. Ouf, aucune idée. Parce que nous sommes tellement collés à cette ligne du temps que c'est difficile quelquefois à pouvoir projeter qu'est-ce que nous voulons dans le futur. Et d'après vous, laquelle va être la meilleure, en fait, finalement, entre ligne du temps associée ou dissociée? Laquelle? Est-ce qu'il y en a une qui serait universellement meilleure que l'autre, d'après vous? Voilà, je vois les noms. OK. Effectivement, hein, c'est que ça va dépendre du contexte. Il y a des moments où il va être plus intéressant d'avoir sa ligne du temps très dissociée et il y a des moments où c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir associée. Et pour vous donner un ordre d'idée, là aussi, on peut avoir un impact. On peut agir dessus. C'est-à-dire que lorsque mentalement, vous vous représentez cette ligne et vous la transformez, vous la mettez en associé ou en dissocié, vous allez voir que c'est tout votre état interne qui se transforme en conséquence. Ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup transmettre, notamment dans les entreprises, aux chefs de projet, pour réussir à se dissocier de leur ligne du temps dans les moments de planification et de réussir à s'associer pendant l'exécution d'une tâche. Quand tu es capable de faire ça, le niveau d'efficacité, mais il part en flèche. Et ça, pour parler justement d'expérience personnelle, quelquefois, quand les gens voient un petit peu tout ce que moi je fais en parallèle, en même temps, les gens se demandent comment tu fais. Bah, ça, c'est une des choses que je fais, notamment. Je joue avec ma ligne du temps pour vraiment avoir la perception du temps la plus efficace et surtout réussir à profiter lorsque c'est le moment de profiter, en fait. Voilà. Et ça, justement, ça nous ramène à ce qu'on appelle ces notions de stress. Parce qu'un gros problème dans la vie, c'est ces notions de stress, ou ce qu'on va appeler aussi dans le langage un peu plus courant, les processus d'adaptation. Parce que finalement, le stress, c'est ça, c'est comment je m'adapte aux événements. Ben là aussi, on peut faire des trucs très sympas. Quelquefois, vous savez, quand il y a des trucs qui nous font peur, par exemple, ou qui nous stressent, on a la sensation que c'est quelque chose de très émotionnel. Mais je vais vous donner un exemple. Quand j'étais gamin, j'étais tout petit, je devais avoir 5 ans, ma mère venait me border tous les soirs et moi, j'étais en panique tous les soirs parce que dès qu'elle éteignait la lumière, elle sortait, je commençais à voir des fantômes dans la pièce. Bien évidemment, quand je criais pour l'appeler, évidemment, en bonne maman, elle me faisait comprendre que les fantômes, ça n'existe pas. Mais le problème, c'est que ce truc-là, ça venait en contradiction avec ce que mon cerveau voyait ou ce que mon cerveau percevait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je voyais, c'était pas des fantômes. Ce que je voyais, en fait, c'était, imaginez-vous la scène, moi, le petit gamin de 5 ans couché dans son lit, il y a la lumière qui est juste au-dessus de ma tête avec 3 ampoules. Qu'est-ce qui se passe quand je suis couché et que j'ai les yeux rivés sur la lampe et qu'à un moment donné, on l'éteint? Il y a un phénomène qui apparaît qu'on appelle la persistance rétinienne. Vous savez, c'est que ces 3 ampoules qui étaient là et puis qui illuminaient en fait mon œil, eh ben, je continue à les voir. Mais je les vois de manière bizarre parce que vous savez, l'œil a une structure très liquide à l'intérieur. Donc si maintenant je bouge mes yeux, les 3 ampoules, elles vont suivre, mais avec un léger temps de retard. Et puis ça va bouger, ça oscille un petit peu comme ça. Alors évidemment, quand on est adulte, on sait très bien que c'est ça. Mais quand on a 5 ans et qu'on voit ce truc-là qui fait noir et qu'on on est en train de dormir et que même si on ferme les yeux, on continue de les voir, ben, ça fout les jetons. Et moi, j'ai passé plusieurs années, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à à peu près l'âge de 12 ans, à devoir dormir avec une lumière allumée. En gros, j'ai passé 7 ans de ma vie traumatisé par des fantômes qui n'existaient pas. Alors bien évidemment, on aurait pu aller me faire voir un psychologue, on aurait pu aller me faire travailler des trucs. Ouais, certainement, il y aurait eu de l'effet. Mais regardez un truc très intéressant qui aurait pu être fait. Qu'est-ce qui se serait passé si ma mère avait compris le phénomène? Si elle avait compris ce que je voyais? Et qu'elle m'avait pris pendant 5 minutes. 5 minutes, elle serait venue avec moi dans la chambre, elle m'aurait dit: «Écoute Michel, je vais t'expliquer ce qui t'arrive. Regarde, quand tu es couché, qu'est-ce que tu as devant les yeux?» Je lui aurais dit: «La lampe».
Il dit, il y a combien d'ampoules? Il dit, bah, il y en a 3. Il dit, il y avait combien de fantômes que tu vois à chaque fois? Il dit, bah, 3. Ah, intéressant. Il dit, vas-y, regarde la lumière maintenant. J'aurais regardé la lumière. Elle dit, je reste avec toi, je reste dans la pièce, je vais éteindre la lumière et tu vas me dire ce qui se passe. Elle aurait éteint la lumière et là, j'aurais vu les fantômes apparaître. Et là, elle m'aurait posé la question, elle dit, ils sont où les fantômes? Ils sont exactement là. Elle dit, là, c'est où? Ben, c'est là où il y avait la lampe. Ah, c'est intéressant ça. Et en fait, par questionnement, par raisonnement, elle m'aurait fait comprendre qu'il y a un lien entre cette lumière qui était allumée juste avant et puis les fantômes que je vois. D'accord? Et qu'est-ce qui se serait passé? C'est qu'à un moment donné, elle m'aurait expliqué, bah, tu vois, ce que tu vois, c'est simplement tes yeux qui te souviennent de la lumière. Et ils s'en souviennent pendant pas très longtemps parce que tu vas voir, au bout de 1 à 2 minutes, tu les vois plus. Et là, il se serait passé un phénomène absolument fantastique. C'est que déjà, de 1, j'aurais plus eu peur. Et de 2, j'aurais transformé cette expérience traumatisante en un jeu amusant. À savoir que certainement, je lui aurais demandé: «Vas-y maman, on recommence. Allez, allume la lumière», tac, j'aurais regardé et j'aurais demandé d'éteindre. Et là, j'aurais été demandeur, j'aurais voulu ce truc-là, d'accord? Je m'en serais amusé. Et même par la suite, lorsque elle m'aurait bordé, elle serait sortie de la pièce, comme je sais ce qui va arriver, je sais qu'il va y avoir ce truc-là, ben, je m'en serais amusé, en fait. Et du jour au lendemain, je serais passé d'un traumatisme littéral, parce que c'était ça, moi je l'ai vécu comme ça, hein. Pendant plusieurs années de ma vie, c'était traumatisant. Et je me souviens que la phrase la plus courante que je disais à ma mère, c'était: «Tu laisses la lumière sur les escaliers?» C'était la phrase que je lui disais tous les soirs quand elle venait me border, pendant des années et des années et des années. Donc ce que je veux vous montrer aussi, c'est que la notion de stratégie, c'est pas juste en fait dans la manière d'apprendre et cetera, mais c'est aussi quelque chose qui va te permettre de réguler tes processus d'adaptation, donc de réguler ces notions de stress. Parce que lorsque tu comprends la mécanique du stress dans ton cerveau, comment elle fonctionne à l'intérieur, ça devient beaucoup plus facile de pouvoir gérer ce truc-là au quotidien. Que ça ne soit plus une barrière, mais que ce soit au contraire quelque chose d'amusant et de dynamisant. Et les gens qui savent bien gérer leur stress, si tu leur proposes de retirer le stress, ils vont te dire non. Ils disent non, j'ai besoin du stress, j'en ai besoin, c'est quelque chose qui me pousse, qui me motive, qui me fait avancer. Ben, c'est à ça qu'on peut arriver. Et c'est ça pour moi un des trucs fondamentaux dans la PNL. Et bien sûr, c'est utilisé par plein de types de personnes, hein. Mais justement, ce que tu es en train de raconter, de nous partager, cette expérience avec les 3 fantômes, c'est un souvenir. Si nous connectons notre manière d'interpréter, alors bien sûr, si on peut faire quelque chose au moment, avoir une hygiène de vie au moment où nous sommes en train d'expérimenter, de vivre les situations avec, si nous avons des enfants ou avec les personnes, parce que ça aussi, ce sont des croyances de croire: «Ah, peut-être ça, c'est un fantôme», ce sont des projections que nous sommes en train de faire. Mais si nous connectons les fantômes dans notre vie, les peurs que nous avons, heu, si nous pensons que nous n'allons pas réussir à décrocher le travail que nous voulons ou à faire ce que nous voulons faire, que ce soit, par exemple, dans le sport. Combien de fois on dit: «Ah non, mais ça, j'aimerais tant le faire, mais ça, c'est pas pour moi. Ça n'a jamais été pour moi». Mmh, peut-être que si, parce que si tu fais une projection vers le futur en disant: «Ah ça c'est pas vraiment moi», en réalité, tu es en train d'avoir un souvenir et tu es en train de le projeter dans cette ligne du temps vers ton futur. Tu es en train d'avoir un souvenir pour le futur. Mais si au lieu de ça, tu as la bonne stratégie et tu te dis: «En fait, je suis convaincue, je vais y arriver». Les personnes qui ont du succès, elles sont toutes, à un moment donné,
convaincues et elles réussissent à se convaincre. Toutes les discussions que j'ai eues avec toutes les personnes qui ont véritablement atteint quelque chose, elles se sont dit à un moment, oui, ça c'est pour moi et je vais y arriver. Et elles ont fait tout le nécessaire, tout le travail qu'il y a derrière le fait de véritablement vouloir atteindre le succès. Parce que quand on se dit, par exemple, «Ah, j'aimerais tellement pouvoir me lever tôt ou me coucher de bonne heure parce que je sais, nous le savons tous, le sommeil c'est important, la bonne alimentation c'est important, faire du sport c'est important. Ouais, ça j'aimerais, mais je vais essayer. Et tout est dans le langage, mais pas simplement dans le langage, aussi dans la conviction qu'on a, dans ce ressenti que nous avons de « oui, je vais y arriver, oui, je vais le faire et je vais m'imposer, même si demain matin, il fait froid ou je n'ai pas envie maintenant », même si tu le fais avec toute la force, avec toute l'envie, avec toute la conviction, la croyance. Vous savez, les croyances, si tu crois que tu vas réussir ou si tu crois que tu ne vas pas réussir, dans les deux cas, tu as raison. Il n'y a pas de croyance par rapport à ce que tu peux réussir, véritable ou fausse. Il y a des croyances utiles ou pas utiles. Et ça, c'est exactement la même chose, par exemple, avec les enfants. Si un enfant croit, ou un groupe d'enfants croit qu'ils sont capables de réussir, au Mexique, il y avait une équipe que je coachais de football. Ils ne savaient pas qu'ils étaient, c'était une équipe d'enfants, ils ne savaient pas qu'ils étaient les derniers de la liste. Ils étaient convaincus qu'ils allaient réussir. Ils ont mis en place tout ce qui était nécessaire pour faire les bons entraînements, pour avoir un esprit d'équipe, pour se mettre véritablement dans la peau de « oh oui, nous allons gagner ». Quand ils ont gagné, il y avait les parents qui voulaient les interviewer, qui étaient tous surpris et qui disaient « mais si vous n'aviez aucune chance, comment vous avez fait pour réussir ?» Et je leur disais « mais ne leur dites pas, ils ne savaient pas que c'était impossible. Ils ne savaient pas qu'ils étaient les derniers du placement. Ils ne le savaient pas, donc il n'y a pas eu de pollution mentale, de pollution de croyances et tac, ils se sont surmontés, ils sont arrivés à faire ça. C'est pour ça que le placebo et le nocebo fonctionnent. Si tu crois qu'il y a quelque chose qui va te faire du bien, que si tu prends le temps de, je ne sais pas, de boire de l'eau, de faire de la méditation tous les jours, ça va te donner ce dont tu as besoin. C'est un petit pas. Je ne dis pas que c'est toute la réponse, mais c'est un petit pas qui va t'assurer que petit pas après petit pas, finalement, tu vas réussir à atteindre ce que tu veux. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de personnes, au lieu de se définir par ce qu'elles font, elles se définissent par ce que les autres font. Ça, on le voit très souvent quand tu vois des gens qui discutent entre eux. Ah, tiens, t'as vu tel footballeur, ce qu'il a fait, et un tel, ce qu'il a fait. Et le problème, ce qui est triste dans tout ça, c'est que si un jour on devait faire un film sur cette personne-là, ben en fait, dans ce film-là, cette personne-là serait même pas l'acteur principal de son propre film, en fait. Ça serait les gens de l'extérieur qui seraient les acteurs principaux. Or, aujourd'hui, effectivement, heu, c'est triste parce que finalement, après on s'étonne pourquoi les gens ils sont malheureux dans leur vie. Parce que finalement, quand on se définit que par ce qui se passe à l'extérieur, bah, ouais, c'est pas évident de trouver un sens finalement à tout ça. Et ce qu'on voudrait en fait, juste avant de clore par rapport à ça, c'est vous proposer une deuxième expérimentation. Vous avez déjà eu la première expérimentation au début de la session, où vous avez vu en fait que finalement en changeant votre caméra intérieure, vous avez la capacité d'impacter finalement, les événements qui se passent pour vous.
Mais là, en fait, Nathalie, elle va vous proposer une autre expérimentation qui est très liée à ce que je vous ai dit avant, par rapport justement à cet enfant qui avait peur, et finalement qui a réglé son problème rationnellement. Et là, justement, Nathalie, elle va vous faire expérimenter quelque chose. Alors, justement, je vais vous donner un secret. Toutes les émotions, toutes, d'une certaine manière, elles ont un mouvement. Elles vont avoir un mouvement. Sûrement, vous avez entendu l'expression de « Ah, j'ai pas réussi à dormir parce que j'avais une idée qui était en train de me trotter, j'étais en train de faire tourner une idée dans la tête. » C'est pas que les idées, c'est aussi les émotions. Comment nous faisons, par exemple, quand on tombe amoureux, quand il y a cette personne magnifique que tu viens de rencontrer, au tout début, comment tu fais pour ressentir l'amour à ce moment-là? Tu te souviens, tu vois la photo, tu te souviens de ses yeux, de son sourire ou le petit message qu'elle t'a envoyé. Et là, tu vois quelque chose, tac, et ça relance une émotion, ça relance quelque chose en toi. Et qu'est-ce qui se passe si tu ressens que l'émotion commence à s'estomper un tout petit peu? Immédiatement, tu revois le petit message ou tu reçois le petit appel. Il y a quelque chose que tu fais pour choum, relancer cette émotion. Alors, toutes les émotions, elles vont tourner d'une certaine manière. Alors, avant d'aller dans du positif, je suis très curieuse de savoir si, est-ce que parmi vous, je suis sûre que la réponse c'est oui, alors pensez à une émotion négative que vous avez, à un événement, quelque chose de négatif que vous avez. Comment vous faites pour maintenir cette relation, ce mouvement? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a un mouvement dans ton corps? Est-ce que tu ressens quelque chose qui commence peut-être au niveau de la poitrine, qui peut descendre ou qui peut monter? Et rends-toi compte, si tu connectes le début et la fin de ton émotion, de ta sensation, de ton ressenti, si l'émotion devait tourner, dans quel sens elle tournerait? Et là, je vais te demander de faire une petite expérience. Qu'est-ce qui se passe si tu commences à la faire tourner dans le sens dans lequel elle tourne? Alors, pense à quelque chose de moyennement désagréable. N'allez pas dans des trucs affreux. Moyennement désagréable. Et rends-toi compte, si l'émotion devait tourner, après, il n'y a pas 36 000 façons de tourner, c'est soit elle tourne vers l'avant, soit elle tourne vers l'arrière, soit elle tourne sur le côté, soit elle tourne dans l'autre, ou dans les sens des aiguilles de la montre, ou en sens inverse. Ce sont les 6 options que nous avons. Alors, fais tourner ton émotion dans le sens où elle tourne. Qu'est-ce qui se passe si tu accélères légèrement comment tourne ton émotion, la direction dans laquelle elle tourne ton émotion? Pour qui d'entre vous, l'émotion devient encore plus désagréable? Intéressant. Rendez-vous compte, pour la plupart d'entre vous, l'émotion devient un peu plus désagréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le pouvoir, tu as le contrôle. Alors, continuons le test. Maintenant, si, à ton avis, ça
devient plus désagréable si tu la fais tourner dans le sens dans lequel elle tourne. Qu'est-ce qui se passe si, alors je vais te demander, et ça tu peux le faire avec la main, ça aide. Qu'est-ce qui se passe si tu commences à ralentir? Au lieu d'aller plus vite dans la direction dans laquelle ton émotion tourne, tu vas légèrement ralentir, ralentir, ralentir jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et là, tu vas aller encore plus loin. Et tu vas commencer à la faire tourner à l'envers, en sens inverse. Et tu commences légèrement, au début, lentement, à la faire tourner en sens inverse. Et puis, petit à petit, tu commences à accélérer légèrement. Et plus tu accélères, plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour qui d'entre vous, je suis curieuse, pour qui d'entre vous, l'émotion négative, quand tu y repenses à ça maintenant, pour qui d'entre vous, elle s'est améliorée? Intéressant. Pour qui d'entre vous, elle a complètement disparu? Yes! Exactement. Alors, imagine l'impact que simplement ça, quand je vous ai dit, notre intention aujourd'hui, c'est que vous ayez véritablement un outil que vous pouvez utiliser à partir de maintenant. Imagine l'impact que tu peux avoir en temps réel quand il y a, dans la vie, il y a toujours des choses qui ne vont pas aller dans notre sens. Et si, au moment où tu te surprends à avoir ce petit malaise, ce petit truc où oh, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon sens, attends, fais une pause. Comment est en train de tourner mon émotion? Et si je la tourne en sens inverse? Simplement ça, c'est véritablement réfléchir, penser avec l'intention de penser, et c'est toi qui as la ressource, le pouvoir, la télécommande pour pouvoir avoir un impact et sur les images, et sur les sons, et sur les ressentis. Et vraiment, pour terminer tout ça, juste, je voudrais que vous vous rendiez compte de l'impact que des choses simples peuvent avoir. Bien souvent, le problème, en fait, des outils simples et des solutions simples, c'est que parce qu'elles sont simples, on se dit: «Oh ben, ça ne peut pas marcher». Et pourtant, vous voyez qu'effectivement, si, on a un impact. Et vous voyez, quand Nathalie vous a proposé simplement d'accélérer au début la sensation désagréable, vous vous rendez compte qu'elle a eu en quelques secondes plus de pouvoir finalement sur votre ressenti que vous ne pensiez en avoir de manière générale sur vos ressentis. Et c'est ça en fait qui est important à comprendre, c'est qu'on a une capacité de pouvoir travailler, de pouvoir, agir sur notre fonctionnement interne, et ce fonctionnement interne-là va avoir un impact énorme sur notre manière de fonctionner dans la vie. Parce que vous voyez le problème du stress. On a l'impression que c'est pas grand-chose, mais le stress, en fait, dès le moment où il y en a de trop, eh bien, c'est hormonal, c'est du cortisol. C'est une hormone qui va commencer à circuler dans notre cerveau, et un des aspects principaux du cortisol, de cette hormone de stress, c'est qu'elle inhibe notre capacité de mémorisation à long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es chef de projet, tu travailles sur un projet important, où tu as trop de stress. Les gens te donnent tout plein d'informations parce que, bah, voilà, tu as des personnes qui travaillent dessus, qui te donnent les infos, et tu as une barrière chimique qui t'empêche de te souvenir de ce que les gens te disent. Ça, c'est la porte d'entrée idéale pour être un mauvais chef de projet. Et ça, c'est un point fondamental pour les êtres humains aujourd'hui, c'est que dans un monde où on est surchargé d'informations, surchargé de stimulation, de stress et autres, on a le devoir, on a l'obligation d'avoir des moyens de pouvoir réguler tout ça. Parce que si on ne le régule pas, on devient victime de tout ça et on ne peut plus être efficace. Et c'est ça qui est fou. On peut avoir toute la compétence du monde, mais on ne peut pas techniquement fonctionner de manière efficace.
Et lorsqu'avec des outils simples, on peut transformer notre manière de fonctionner, devenir de nouveau efficace, sans avoir d'efforts à faire, ben déjà de une, on prend beaucoup plus de plaisir à ce qu'on fait. Deuxièmement, quand on arrive facilement à passer d'un état à l'autre, ben on gère beaucoup plus facilement les gros stress aussi. Et quelquefois, on apprend même à les apprécier. Et troisièmement, eh ben, le résultat, l'impact qu'on a sur l'extérieur va être beaucoup, beaucoup plus positif. Et on voudrait vous laisser là-dessus, en tout cas, et puis maintenant redonner la parole à Philippe. Puis on a de la chance, puisqu'on a Vinciane et Tarsis qui vont aussi dire un petit mot, qui sont sur le Zoom. Donc vas-y, Philippe, on te redonne la main. Merci Nathalie et Michel. Évidemment, c'était magnifique. Je pense qu'ici, on a bien compris le pourquoi de la programmation neurolinguistique et la manière dont vous fonctionnez aussi. Vous avez déjà tous un petit aperçu de ce que peut être une formation complète avec nos deux formateurs de haut vol. Et pour pas rajouter trop d'informations, mais néanmoins vous permettre d'avoir des informations plus pratiques, avant de donner la parole à Darcis Moulumba en direct de la RDC, eh bien, je voulais vous dire, effectivement, vous êtes ici avec des formateurs de choc et également des personnes ressources. Donc, des personnes ressources qui sont là pour vous encadrer pendant la formation. Donc, je remercie Julie, je remercie les deux Olivier et effectivement aussi Alvaro d'être présents aujourd'hui. Ils seront là pour vous donner du feedback pendant les pratiques. Ils sont là aussi pour répondre à toutes les questions, les demandes. Évidemment, on remercie Crecept, l'organisation, et Vincent Vleyen parce que ça ne pourrait pas se faire sans eux en Belgique. Et donc, un tout grand merci à eux. On a une pensée aussi pour Serge Dillons qui nous a permis de faire le pont et nous mettre en contact. Et puis, voilà, le quoi, le comment également, c'est une immersion, c'est de l'expérientiel. On sera là avec Elodie, la co-organisatrice, pour s'assurer que tout le monde soit dans les meilleures conditions, dans le confort. On a prévu des surprises pour que les activités soient, et l'ensemble de cette formation transformationnelle, je pense que vous l'avez compris, c'est pas qu'un parcours où vous allez obtenir des compétences, c'est aussi quelque chose où vous allez rentrer en immersion à l'intérieur de vous-même, mieux vous comprendre, mieux vous connaître et finalement aller un peu plus sur l'humain. Et tout ça doit se faire dans les meilleures conditions et c'est pourquoi nous sommes là aussi pour organiser cette formation et faire que ça soit tout confort, répondre à tous vos demandes, tous vos besoins, s'assurer que vous soyez dans les bonnes conditions et magnifier finalement cette formation de haut vol. C'est pour ça qu'on l'a appelé au fil des lots. Et donc d'amener cette excellence, magnifier l'excellence et le talent de nos deux formateurs. Ça va se faire où? Parce qu'un cadre et un environnement, c'est aussi important. Et donc ça va se faire au centre de Bruxelles, à Louise, place Stéphanie, chez Comet, qui est un lieu pro, je veux dire, qui nous met dans un cadre professionnel et à la fois très créatif, qui nous emmène dans un voyage, et peut-être dans votre voyage intérieur. C'est tout confort, avec les pauses, avec tout ce qui va bien. Et puis également, vous dire le camp, peut-être, vous rappeler que c'est du 7 au 14 juin. C'est 8 jours. Pourquoi 8 jours? Aussi parce qu'il y a quelque chose qui a travaillé au niveau de l'inconscient et d'une certaine intensité pour permettre ces changements et faire en sorte qu'ils soient durables. Cette utilité que vous désirez. Ça se fait de 8h30 à 17h pour les petits détails techniques. Et avant de passer aux questions, je voulais surtout aller vers le grand pourquoi aussi, en 2 mots. Le sens qu'on y donne, puisqu'effectivement, on a à cœur toute l'équipe ici, de contribuer à quelque chose de plus grand que nous, de contribuer à d'autres êtres humains. Et donc, sachez que quand vous participez à cette formation, vous contribuez aussi à l'éducation à l'humain sur d'autres continents. Et ça me permet d'accueillir avec grand plaisir, grande joie, Darcis Moulumba en direct de la RDC, de la République démocratique du Congo, où il est occupé avec son association TTSDF à réaliser des choses magnifiques qu'il va nous partager ici maintenant en 5 minutes. Darcis, c'est à toi. Merci beaucoup Phil. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, merci. C'est un peu, voilà, donc c'est le direct. Donc, je dois me débattre un peu pour trouver la meilleure position, là où je trouvais un puits de lumière. Donc, voilà, je suis en RDC depuis vendredi 28 avril. Donc, je suis venu ici en mission à la rencontre des jeunes orphelins que nous accompagnons maintenant depuis l'année passée. Ces jeunes sont en train de terminer maintenant leur formation en accompagnement, en renforcement de capacités,
parce que nous avons pour mission d'amener ces jeunes à leur autonomie, donc à prendre en charge leur avenir, pour que demain, ces jeunes ne se retrouvent pas dans la rue, pour que ces jeunes, demain, ne soient pas tentés par l'exode rural et tous les dangers auxquels ils peuvent être exposés. Donc, notre démarche ici vise vraiment à accompagner ces jeunes, les responsabiliser, leur donner les outils nécessaires qu'ils vont devoir utiliser au niveau de leur communauté, dans leur vie, dans leur challenge, pour que demain, ils soient des citoyens à part entière qui jouent un rôle positif au sein de leur société. Donc voilà l'objet de ma mission ici en RDC. Et j'aimerais dire ici merci à Nathalie de Marseille et Michel Ozniak pour leur accompagnement parce que Michel fait partie également des formateurs qui accompagnent ces jeunes. Demain, Michel donnera une formation tout l'avant-midi à ces jeunes. Il y a d'autres formateurs comme Julie Gokruger et Michel Herman. Et merci aussi à toi, Phil, à l'organisation au fil de l'eau pour cet accompagnement. Excusez-moi, voilà, donc on me demande de faire attention parce que c'est l'heure de prière. Voilà, donc c'est le direct. Alors, voilà, donc merci à vous tous, en tout cas, pour tout ce que vous faites et aussi pour accompagner TTSDev. Et j'aimerais dire que, voilà, moi, je suis passé par la formation PNL qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup boosté, qui m'a donné des outils aujourd'hui qui m'ont permis de franchir ce cap important et de prendre vraiment voilà, cette mission de vie dans toute sa réalité. En tout cas, merci. Je ne resterai pas très long parce que voilà, vous avez compris que je suis dans un cadre qui ne m'appartient pas, c'est un couvent et voilà, il y a des choses que je dois respecter. Voilà. En tout cas, merci à tous et à très vite. Merci Darcis, et on a bien compris que toute cette réalisation est suite à ton parcours de praticien et maître praticien en programmation neurolinguistique. Bon courage à toi là-bas, félicitations encore. Et on signale effectivement aussi qu'on a tous à cœur de soutenir également l'Institut de coopération internationale, Hervé Dubois, on le salue pour toutes ses actions en Afrique actuellement, certainement au Mali et ailleurs. Peut-être avant de passer potentiellement au temps de questions-réponses, signaler aussi que pour plus d'informations détaillées, etc., vous pouvez tout retrouver sur le site et on va mettre tous les liens en dessous de la vidéo, évidemment, pour tous les futurs auditeurs, spectateurs qui pourraient regarder ce webinaire en décalé. Voilà, et quand vous vous inscrivez pour la formation, vous recevez un retour par mail, tout est détaillé pour la partie organisationnelle, donc rassurez-vous, on est là du début à la fin. Michel, Nathalie, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Vinciane, je ne sais pas si Vinciane voudrait dire un mot. Donc Vinciane qui se charge donc de Crécept, qui est donc l'institut au travers duquel justement on organise la formation. Je sais pas. Vous m'entendez? Ah oui. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Simplement que c'est un honneur pour le Crécept, après tout ce que je viens d'entendre, de participer, d'être associé à cette aventure. Et donc, je me réjouis de pouvoir participer, en tout cas, à cette formation qui débutera le 7 juin. Donc, voilà. Un grand merci pour cette présentation qui était vraiment édifiante par rapport à ce qu'on peut en retirer. Merci beaucoup. Merci Vinciane. Et effectivement, signaler que Crécept est un organisme de formation qui nous permet d'assurer ça en Belgique. Donc, vraiment, un merci à toute l'équipe. Je propose peut-être de passer à un temps certain, efficace, efficient et rapide, néanmoins de questions-réponses, éventuellement partagées sur vos demandes, vos besoins, vos incertitudes que vous pourriez encore avoir. C'est à vous. Qui se lance? Il y avait une marche et Camille Noton. Ah, Camille. Ah non, c'était juste un clap, mais j'en profite pour vous dire merci, mais je n'ai pas de questions. Merci beaucoup. Tout a été clair. D'autres personnes? Questions qui émergent? Okay. Pour ma part, je n'ai pas de questions, mais je vais devoir vous laisser. Et en tout cas, je vous remercie. Merci pour ta présence. Merci, Max. Au revoir. À très vite.
Est-ce que les personnes ressources ont un partage à faire, s'ils le désirent, le temps que d'autres personnes réfléchissent aux questions? Si vous le désirez, hein. Aucune obligation. Moi, j'ai pas, enfin, juste en tout cas remercier Michel, Nathalie. Je crois que les petits exercices que vous avez fait faire tout à l'heure, voilà, montrent la puissance de la PNL. Alors, c'est une toute petite, ce que vous nous avez offert ce soir, c'est un micro-aperçu de la puissance de la PNL et de tout ce que vont découvrir les participants pendant 8 jours. C'est dense, 8 jours de PNL, mais vraiment, je crois qu'il y a un avant pour tous ceux qui sont passés par là. Il y a un avant et un après le stage. On ne fonctionne plus de la même manière avec soi. Il y a des choses qu'on pouvait se dire avant et que, hop, immédiatement, on voit se dérouler nos mécanismes, on voit parfois apparaître des vieilles stratégies. Et donc, voilà, moi, j'ai juste envie, encore une fois, de vous remercier et de dire aux gens, à tous les participants ce soir et à ceux qui suivaient sur Facebook, que le stage est encore beaucoup plus riche que cela et que ça apporte beaucoup en termes d'apprentissage sur soi, de compréhension de ses propres fonctionnements et de modification surtout, parce que comprendre, c'est une chose, c'est la première étape, mais surtout derrière de pouvoir changer nos manières de faire. On voit parfois, en tant que coach, des gens qui, pendant des années, ont suivi des thérapies ou ont été accompagnés pour changer les choses. Et avec la PNL, avec quelques techniques toutes simples, en seulement quelques séances, clac, il y a des choses qui se libèrent. Donc voilà, juste ce tout petit témoignage. Et je serais heureux en tout cas d'être à vos côtés comme personne ressource durant tout ce stage. Merci Olivier. Est-ce qu'entre-temps, il y a des questions qui ont émergé? Sinon, je vois Julie qui était prête à enchaîner. Julie. Oui, écoute, c'était peut-être histoire de donner encore plus envie si jamais il y en avait besoin par rapport à tout ce qui a déjà été partagé. Mais peut-être concrètement pour la préformation, il faut quand même juste le rappeler, qui est quand même vraiment intense parce que des petits trucs simples peuvent faire vraiment beaucoup d'effets. Petits mais costauds ou simples et costauds, je ne sais pas comment on doit le dire. Mais de se prévoir du temps pour suivre la formation aussi, pour se permettre d'aller en profondeur. Mais qu'aussi, l'application de la PNL, en fait, ça peut se faire dans toute une série de situations et de domaines. Donc, même à la maison, moi, j'ai 2 ados et ces petits trucs, en fait, je les ai utilisés avec des ados. Et puis entre adultes aussi, bien sûr, des petits trucs et avec toutes les histoires qu'on voit encore mieux, toutes les histoires qu'on se raconte, qu'on arrive à encore mieux détecter et décoder. Voilà, entre adultes, ça peut être hyper efficace et très simplement. Donc voilà, merci Nathalie et Michel pour tous ces apprentissages et ces outils et tout ce que nous, on peut en faire maintenant pour permettre cette continuité et faire un effet domino, en fait, de notre côté. Donc, chouette et merci. Et puis, vivement le fait de pouvoir vivre cette fois-ci l'expérience en tant que coach ressource. Et je serais ravie de la vivre avec vous tous. Merci Julie. Et je te remercie aussi de parler du post-formation parce qu'effectivement, quelque chose d'assez exceptionnel aussi, au-delà de la certification SNLP de praticien en programmation neurolinguistique, qui est une certification valable internationalement, signée par Richard Bandler et par nos formateurs. Il y a également aussi tout un suivi groupe WhatsApp, quelque chose d'assez exceptionnel, je pense, assez rare, j'avais connu ça nulle part ailleurs, où les formateurs seront sur ce groupe et vont continuer à vous suivre, à répondre à toutes les questions. C'est une communauté aussi, tous les gens qui vont vivre avec vous, ce praticien, seront également dans le groupe et vous pourrez rejoindre aussi un groupe collectif de l'ensemble des praticiens, maîtres praticiens, coachs en programmation neurolinguistique qui sont passés dans les mains expertes de Nathalie et Michel. Et donc, ouais, ça c'est quelque chose qui me semble important de dire, qui est de continuer l'enrichissement, le voyage à la suite de ce premier parcours. Merci pour ça. L'émergence de remarques, questions potentielles.
Magnifique. Exactement, parfait. Peut-être un dernier mot pour clôturer. Merci à tous les participants pour votre temps, votre attention, l'énergie que vous y mettez et effectivement à tous les futurs visionneurs, auditeurs. Et je laisse le mot de la fin à Nathalie et Michel. Ben, merci à vous. Et puis, ben, on espère vraiment vous voir prochainement. En tout cas, moi, pour donner un peu mon vécu personnel, il y a vraiment eu un avant et un après. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé vraiment de m'investir à 100% dans la transmission de tout ça. Pourquoi? Parce qu'avant tout, c'est des outils que j'ai pu utiliser sur moi-même. J'avais suivi plein de formations avant où effectivement j'avais de la belle théorie, mais appliquée, ça marche sur les autres, mais ça marche pas sur moi. Là, enfin, il y a eu quelque chose qui vraiment fonctionne sur soi-même. Et on vous incite vraiment, après le praticien, à travailler sur vous-même, parce que c'est la base de tout. Et surtout aujourd'hui, dans le monde où on vit, plus on arrive à être aligné et bien soi-même, plus on peut s'adapter et fonctionner dans le milieu du travail, dans l'environnement du travail, et pas seulement dans le travail, dans la vie personnelle, dans la vie privée. Donc vraiment, je vous encourage à vous donner le droit, en fait, d'investir en vous-même, parce que finalement, bah, vous avez un cerveau, vous en avez un seul, et celui-là, effectivement, bah, plus il peut fonctionner efficacement longtemps, mieux c'est, quoi. Oui, c'est vraiment, je pense, la meilleure inversion, Le meilleur investissement. le meilleur investissement que tu peux faire avec toi-même, parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que tu seras la personne qui sera avec toi pour le reste de ta vie. Et quelquefois, il y a des personnes qui ne supportent pas la solitude, qui ne supportent pas de ne pas... Et de pouvoir avoir cette relation avec toi-même, cette connexion avec toi-même, cette connaissance de comment tu fonctionnes, au fait, de quoi tu as envie, vers où tu veux aller, et pas simplement vers où tu veux aller, mais comment réussir. C'est quelque chose qui, pareil, moi, m'a changé la vie. Heureusement, il y a 20 ans. Mais ce n'est pas parce que tu sais comment faire que tu le mets en place. Et c'est justement ça ce qu'on va vous inviter à le faire. Vous inviter à mettre en place tous les outils qu'on va partager prochainement avec vous. Alors, je me réjouis de voir cette transformation, et c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est vraiment extraordinaire de voir comment des personnes qui sont déjà, qui ont déjà des parcours extraordinaires peuvent encore rajouter, peuvent encore améliorer, peuvent encore avoir cette bonne relation de vous envers vous-même. Alors, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au Merci. revoir. Tout le monde, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bientôt, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.